Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, à la cool, au pied de ma bibliothèque, j'essaye de vous parler d'une de mes lectures récentes. Si j'ai aimé, le but, c'est de vous donner à votre tour envie de découvrir ce titre. Et si j'ai pas aimé, j'essaye de vous expliquer pourquoi, le plus sincèrement et le plus franchement possible, pourquoi ça n'a pas fonctionné sur moi. Aujourd'hui, rassurez-vous, on va parler d'un titre que j'ai vraiment apprécié. On part du côté de chez Marvel et donc du côté de chez Panini Comics avec Alpha Flight, l'intégrale 1978-1984. Petit point de contexte historique pour les plus jeunes des lecteurs qui ne connaîtraient pas cette équipe. Alpha Flight, ce sont des super-héros canadiens. On pourrait croire que tous les super-héros sont américains, mais pas du tout. Et il y en a ailleurs dans le monde. 98% sont américains, et dans ces 98%, 95% viennent de New York, mais il y en a quand même ailleurs, et il y en a qui viennent du Canada, et je vous le dis tout de suite, c'est une équipe absolument géniale et véritablement attachante, mais aussi parce que c'était bien écrit à l'époque. Mais on va y revenir plus tard. Qu'est-ce qui se trouve dans cette intégrale? Vous allez retrouver les premières apparitions du leader en fait d'Alpha Flight qui s'appelle Guardian, qui est apparu, si je ne dis pas de bêtises, en 78 dans le X-Men 109, et tout de suite après vous allez passer sur le X-Men 120 avec la première véritable apparition de ce qui est Alpha Flight. Voilà, et vous aurez ensuite, si je dis pas de bêtises, en tout il y a 4-5 épisodes des X-Men, un épisode de Machine Man, mais ça je vais pas trop en parler parce que c'est dessiné par Steve Ditko, le papa de Spider-Man, et au risque de me faire insulter dans les commentaires, moi je trouve qu'il dessine très mal ce monsieur, vraiment je suis désolé, j'aime pas du tout son trait, ça ne fonctionne pas sur moi. Et tout de suite après, en 1983, en août 83 pour être précis, Alpha Flight a eu droit à sa propre série. Ça y est, c'était plus une équipe qui apparaissait comme ça de temps en temps dans les X-Men. C'est devenu, ils ont eu leur publication à part entière. Et il y a eu Alpha Flight 1, et évidemment, la suite de ces épisodes, le 1, le 2, le 3, le 4, vous pouvez les retrouver dans cette intégrale. Toute la partie X-Men, c'est scénarisé par Claremont, on est vraiment dans cette époque-là, et au dessin John Byrne, et quelques temps plus tard, donc quand Alpha Flight a eu son propre titre, j'allais dire Panini, Marvel a demandé à John Byrne de scénariser et dessiner les épisodes d'Alpha Flight, tout simplement parce que étant donné que c'est une équipe canadienne, que John Byrne était une grande star à l'époque avec le vent en poupe et qu'il a été élevé au Canada, ils se sont dit tiens, il y a moyen de faire une association qui peut être très sympa. Ils ont eu raison. Et donc c'est pour ça que chaque épisode d'Alpha Flight est scénarisé et dessiné par John Byrne. Et c'est quelques années avant que John Byrne se barre en fait du côté de chez DC pour faire du Superman, pour faire Man of Steel. Ça, c'est quelques années avant Man of Steel. La vidéo d'il y a quelques semaines maintenant. Voilà, vous voyez, on est raccord. On tourne quand même autour de la même époque, on est vieux. Autant vous dire tout de suite que cette équipe, forcément, quand on est un vieux lecteur comme moi, on s'en rappelle bien parce que c'était édité, publié à l'époque chez Lug dans les Special Strange. Voilà. Et j'en avais quelques-uns. Alors j'avais vraiment que des morceaux, j'avais pas des numéros qui se suivaient. Et je me rappelle très très bien de plusieurs numéros de Special Strange où il y avait notamment un personnage dont on va reparler un petit peu plus tard, que je trouvais extrêmement... elle était très flippante cette gonzesse. Et je me rappelle déjà à l'époque des fabuleux dessins de John Byrne. Voilà. Mais je me mets à la place d'un mec lambda qui suit simplement Marvel avec les aventures au cinéma, Alpha Flight. Impossible de connaître ce truc-là. Et pourtant, je vous le dis, c'est un petit bijou de publication. Alors, je vous l'ai dit, Alpha Flight, c'est des héros canadiens pour vous faire, on va dire, entre guillemets, le pitch de l'histoire. Les premières aventures, je vous l'ai dit, ça se passe du côté de chez X-Men. On va se retrouver avec Guardian qui va aller... titiller Wolverine, parce que Wolverine, à la base, aurait dû faire partie de Alpha Flight. Et en gros, Guardian, il va retourner le chercher. Il va y avoir un petit peu de bisbille pendant quelques épisodes, bagarre, incompréhension, etc. etc. Et voilà. Et ensuite, on va réellement
partir sur la véritable, vraie, grande aventure d'Alpha Flight quand ils ont eu leur propre série. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas forcément tous les membres d'Alpha Flight, parce que ça reste quand même une équipe dont les membres ne sont pas forcément extrêmement connus, on a Guardian, ça je vous en ai déjà parlé. Guardian, c'est le chef, le héros emblématique. Pour moi, il est un petit peu entre Captain America et Tony Stark, c'est-à-dire que il arbore un costume magnifique avec la feuille d'érable, et en même temps ce costume, c'est ni plus ni moins une armure qu'il a mis au point lui-même. Donc voilà, il a un petit côté je trouve entre les deux, et vraiment son costume je le trouve d'une part magnifique, et d'autre part on pourrait faire du bobsleigh avec une tenue comme ça. Franchement ça a vraiment la classe. Très très bon personnage, Guardian. On peut retrouver également un mec qui s'appelle Walter Langowski, Sasquatch, qui est très connu quand même au sein de l'univers Marvel. Pour ceux qui suivent la série Immortal Hulk, ce nom vous dit forcément quelque chose parce que vous l'avez vu passer dans cette série-là. Et c'est un être humain, en gros, qui se transforme en énorme bête à poils orange et avec une force absolument incroyable. On va retrouver également celle qui me faisait flipper, moi, quand j'étais gamin, Arfang, qui est grosso modo la fille d'une déesse. Voilà, je vais la faire en très très court, et qui fait quand même bien flipper. Elle me faisait flipper pour une raison toute con, c'est qu'elle a le blanc de l'œil qui est noir, et l'iris qui est blanche. Et à un moment donné, alors c'est pas dans ces épisodes-là, c'est un petit peu plus tard, elle va avoir une gueule assez démoniaque, et c'était assez flippant. Quand j'étais gamin, voilà, personnage emblématique. On va retrouver également deux jumeaux, c'est Vega et Aurora, deux jumeaux, c'est deux mutants. Voilà, avec pareil, je rentre pas dans les détails, ils ont des pouvoirs assez puissants, assez sympas, un lien particulier parce que c'est deux jumeaux, donc c'est assez sympathique aussi de les suivre avec cet aspect-là. Et en relisant ces épisodes, c'est là que je me suis rendu compte qu'on était quand même sur un vieux récit, pour la simple et bonne raison que je me rappelle plus le nom d'Aurora, mais le nom de Vega, ça m'a vraiment interpellé. Son nom, c'est Jean-Paul Bobier. Quand on est sur des noms et des prénoms comme ça, Jean-Paul Bobier, on est sur une vieille série. Ça, c'est un indicateur. Du moment où les personnages s'appellent Jean-Paul, tu te doutes que ça a plus de 40 ans quand même, la connerie. Bref, on a qui d'autre? Tu vois mon regard là qui se dirige par là? Tu le vois? Parce que j'ai des fiches. T'as cru que j'allais me rappeler des 9 persos comme ça? Impossible. On a également Marina, qui est entre guillemets une sorte de femme poisson. Voilà, avec des gros yeux. C'est un peu comme des grosses pupilles, bien dilatées. Alors, soit c'est un style manga, soit c'est le LSD qui fait ça, on ne sait pas. Mais très très bon skin, avec les doigts palmés et tout. Sympa, Marina. Qui c'est que j'ai oublié? Puck. Oh, Puck! Puck, il est trop bien. Et Puck, alors putain, on le revoit quand même souvent du côté de chez Marvel. Je me rappelle l'avoir croisé dans les Omnibus Wolverine par Jason Aaron, à une époque où Puck était mort. Donc c'est des épisodes qui se passent, entre guillemets, en enfer avec Wolverine. Un personnage hyper emblématique. On le revoit également du côté d'Immortal Hulk. Très sympa. Et comment vous le décrire? C'est un homme de petite taille, avec une gueule grande comme ça, parce qu'il se la raconte, mais grave, et une gueule grande comme ça, et une paire de couilles grosses comme ça. C'est-à-dire qu'il a peut-être une petite taille, mais je vous assure que c'est un vrai héros. Le costume, il a changé ces dernières années, c'est pas plus mal, parce que là, ça fait quand même, on peut se le dire bien tranquillement. Ouais, non, du coup, j'ai dû le mettre là. Pas ouf, mais bon. Un personnage vraiment génial. Et je crois que le dernier, celui que j'ai failli oublier, c'est mon préféré, Shaman. Shaman, c'est un Indien d'Amérique qui est à la fois c'est même pas un brillant chirurgien au Canada, c'est le meilleur chirurgien du Canada, un putain de professeur, et qui en même temps a suivi entre guillemets la voie des anciens et qui est également chaman. Donc là, c'est un peu, il a la croisée de deux mondes, le médical, très rationnel, et le mystique. Et ça donne un personnage que je trouve, mais il est fascinant ce bonhomme. Enfin, moi de tous, Shaman et Puck, je les adore. Tout de suite derrière, Guardian et Sasquatch aussi me font bien triper. Arfang continue à me faire flipper à 38 ans.
c'est inquiétant, mais je la trouve quand même toujours assez flippante. Marina, un petit peu plus quelconque. Et Vega et Aurora, j'attends de voir un petit peu plus comment ça va être développé. Parce que je sais, dans les intégrales qui arriveront, j'espère plus tard, le développement qu'auront ces personnages. Et m'est avis que c'est un petit peu plus tard, où ce sera à la fois novateur et très intéressant. Voilà, les goûts et les couleurs. Mais comme vous pouvez le constater, on est vraiment sur une équipe. Je trouve qu'elle est bien construite, elle est bien pensée, c'est varié, à la fois dans les pouvoirs, mais les pouvoirs à la limite c'est pas le plus important. Ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est la caractérisation, le caractère des bonhommes et comment ils vont pouvoir s'articuler les uns les autres et se renvoyer la balle. Et je trouve qu'il y a vraiment un joli groupe dans Alpha Flight. Pour rentrer un petit peu plus dans le cœur de cette intégrale, j'ai déjà un petit peu trahi le secret. Pour moi, il y a vraiment deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire que vous avez les 5 premiers épisodes qui sont issus de X-Men, donc c'est Claremont, Byrne, qui sont très bien, mais c'est excessivement classique. L'épisode, il y a un épisode de Machine Man où c'est dessiné par Steve Ditko. J'aime pas du tout le trait de Steve Ditko, je vous le dis, j'ai pas du tout aimé. Mais c'est un épisode au milieu de ça. Ce qui m'a dérangé, en fait, si vous voulez, avec les 5 premiers épisodes de X-Men, et qui vraiment, vraiment est problématique. Je sais que Max Faraday a déjà fait une vidéo sur Alpha Flight. Il a déjà parlé de ce problème, c'est vraiment la traduction. La traduction qui a été faite, il y a une connerie, il y a peut-être 15 ans, quoi. Qui a été refaite il y a plus de 15 ans. Et qui est nulle, tout simplement, qui est mauvaise, où tu n'imagines pas une seule seconde les personnages parler de cette manière-là. Et vraiment, c'est quelque chose de compliqué et qui sort quand même beaucoup, beaucoup de la lecture. Le gros problème que j'ai avec cette traduction, c'est pas la traduction en elle-même. Parce que traduire c'est trahir, mais traduire c'est aussi c'est un choix voilà, qui est validé ou non à un moment donné. Bref, bon, cette traduction elle a existé et voilà, c'est fait, j'ai envie de te dire. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la merde, mais en attendant, ce qui m'embête, c'est pas tellement que cette traduction soit de la merde, c'est que Panini ne fasse rien pour la changer, parce que c'est quand même très embêtant. C'est une traduction que tu vas retrouver chez les X-Men, dans des vieux Spider-Man, ce genre de choses, et non, ça colle pas au matériel d'origine, et ça colle pas avec les attentes des lecteurs d'aujourd'hui, et ça mériterait vraiment que Panini, tu vois, ils remettent un billet dans la machine, notamment pour des épisodes qui ont déjà été achetés dans d'autres intégrales, etc. Ce serait intéressant, ça aurait été intéressant qu'ils remettent un petit billet dans la machine pour offrir une nouvelle traduction sur ces 5 épisodes. Voilà, Max Faraday, c'était le terme catafalque, il y en a plein des termes comme ça qui l'avaient choqué. Je vous mets en lien sa vidéo ici. Moi, c'est des trucs comme arrête tes salam alek, enfin c'est bon, tu vois, on n'est pas dans le grand pardon, faut arrêter de déconner. Mais bref, la traduction, j'ai pas envie de tirer sur une ambulance qu'on a déjà tous criblé de balles, c'est bon, hein, elle bougera plus cette ambulance. Mais par contre, moi je comprends pas le fait qu'à un moment donné, Panini, tu puisses pas avoir 2 pas de recul, te dire bon, on a fait de la merde sur ça, on va ressortir une intégrale, il va y avoir des rééditions des intégrales X-Men, on va retravailler cette trad parce que c'était pas possible, quoi. Ça aurait été intelligent. Évidemment, ça aurait coûté 2-3 sous de plus. Après, faut pas nous faire croire qu'il n'y a pas moyen de le faire. Bref, c'est vraiment dommage. Et au-delà de ça, tout de suite après, on est sur les épisodes réels d'Alpha Flight avec une véritable construction d'équipe où John Byrne est seul aux manettes. Et là, vraiment, vraiment, j'ai aimé ce que j'ai lu. On va tout de suite partir sur le seul petit point négatif. Alors déjà, bon, la traduction, là, elle est vraiment très bonne. Il y a 2-3 termes, à un moment donné, où je serais curieux de voir en VO ce que ça peut être, parce qu'il y a des termes des fois qui ont été choisis qui sortent vraiment 2020, et je serais curieux de voir en VO la réalité de la traduction, mais bon bref, peut-être que j'aurai l'occasion un jour, mais sinon globalement c'est un excellent travail, ça se lit bien, il n'y a aucun souci. Le problème c'est que on est sur des vieux récits, vous connaissez tous au bout d'un moment, entre guillemets, je ne veux pas dire le problème des vieux récits, mais la contrainte
il va falloir passer au-dessus de cette contrainte, c'est qu'à un moment donné, c'est extrêmement verbeux, comme on dit. Ça parle beaucoup. Des fois, il y a des pages où il y a énormément de dialogue, et de bulles de pensée, de bulles de description. Ça, des fois, ça te rend quand même la lecture qui est un peu lourde, comme d'habitude, en fait, vraiment sur les vieux récits. Moi, j'aurais toujours tendance à dire, sur tout ce qui est avant, on va dire, les années 90, de ne pas se lancer à corps perdu dans les intégrales et d'essayer d'enchaîner les épisodes, parce qu'au bout d'un moment, ça me gave de lire un épisode, laisser reposer quelques heures, quelques jours même, de revenir, de lire un épisode. Faut pas oublier que c'est du matériel qui a été pensé à l'époque pour être lu d'une manière épisodique. On achetait tous les mois son Alpha Flight, point. C'était pas fait pour rusher 6 ou 7 Alpha Flight d'un coup. Donc évidemment, ils étaient beaucoup plus denses, mais ça s'explique aussi, à mon sens, par la manière dont c'était publié, tout simplement. Et si on veut essayer de se ménager et d'apprécier réellement cette lecture, faut pas se forcer à en lire 15 d'affilée, parce qu'au bout d'un moment, franchement, ça fout la gerbe, quoi. Et passer ça, qu'est-ce qui nous reste? Une putain de bonne histoire, quoi. J'adore John Byrne, on en a déjà parlé. John Byrne au scénario et au dessin. Et John Byrne qui s'amuse à construire une équipe de sinistres inconnus. Et ça, c'est super intéressant. John Byrne, quand il va sur les 4 Fantastiques, il récupère une équipe qui est déjà au sommet. Quand il va sur Superman, il récupère un personnage qui est déjà au sommet, qui est déjà connu. Là, il a tout à raconter, il a tout à créer, tout à construire, et notamment la mythologie. Et ce que j'aime tout particulièrement, c'est la narration, la technique de narration qu'il va choisir John Byrne. C'est-à-dire que dès les premiers épisodes, il ne va pas parler des 8 ou 9 membres de l'équipe en même temps, il va faire des histoires où il va se concentrer pendant 2 épisodes sur 2-3 personnages, et essayer de vraiment bien les raconter, et de se concentrer que sur eux, mais de les raconter comme il faut. Avant de penser à raconter l'équipe, il construit ses membres. Et ça, c'est intelligent. Et c'est atypique, cette manière de faire, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment intelligent. Le paradoxe, c'est que quand tu arrives à la fin du bouquin, tu es sur ta faim. Parce que tu as l'impression d'avoir assisté à beaucoup de constructions. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mais merde, il te faut l'intégrale, il te faut la suite, nom de Dieu, Panini. Dépêchez-vous, on ne va pas attendre 2 ans avant d'avoir le 2e tome de ces intégrales. On veut la suite, vite. C'est pas le tout de nous laisser sur une grosse construction comme ça. Maintenant, voilà, on a envie d'acheter la suite. Et l'autre point que je trouve intéressant dans cette construction, c'est que du moment où on est sur les épisodes d'Alpha Flight, à la fin de chaque épisode, il va prendre 2 ou 3 pages pour faire, entre guillemets, une origin story d'un des membres. Et ça aussi, c'est super bien, parce que du coup, au lieu d'avoir un scénariste qui te raconte une histoire en une dimension, en une seule temporalité, à la fin de chaque épisode, tu vas revenir un tout petit peu en arrière et quelle est l'histoire de Shaman? Quel est son parcours? Comment il est passé de gamin d'une tribu indienne à grand chirurgien qui repousse un petit peu les croyances un petit peu de ses tribus pour finalement y revenir dessus. Quel est le parcours de cet homme-là? Quelles sont ses failles? Quelles sont ses blessures? Tu vois, il donne de l'épaisseur à ses personnages. Et ça, c'est super intéressant. Guardian, ok, on a compris, il a créé son armure, il l'a construite, ok, très bien. Mais dans quelles conditions? Quel est son parcours au sein de la division H qui gérait, on va dire, les méta-humains? C'était la division H, c'était la division qui gérait les super-héros canadiens. Quel est son parcours là-dedans? C'est super intéressant. Et donc, du coup, tu vois John Byrne qui fait monter, je ne veux pas dire les enjeux, parce qu'on n'en est pas à faire monter les enjeux, mais il construit le background de ses personnages et il le fait lentement. Il le fait avec assurance. Et ça, putain, franchement, c'est trop bien. C'est vraiment, vraiment bien. Autre point extrêmement positif, évidemment, les dessins. Ai-je besoin de rappeler le génie qu'est John Byrne? C'est vraiment un gros kiff, vraiment. Je le trouve quand même meilleur sur Man of Steel. Et il est très bon là-dedans. Hein. Et putain, c'est là aussi que tu te rends compte que quand même sur Man of Steel, l'enfoiré, il avait quand même frappé un grand coup. Quoi. Néanmoins, c'est vraiment, vraiment excellent. Il y a un truc qui m'a fait rire quand même. C'est que c'est un enfoiré, John Byrne.
Vraiment. Il y a un épisode où va y avoir Arfang qui va se battre avec quelqu'un. Arfang, non, c'est cet ennemi qui maîtrise les éléments. Et il va déclencher une énorme tempête de neige, un blizzard. Et ça va durer 7 pages le blizzard. Putain, le mec, mais un génie le mec. Un connard, hein, mais un génie. Pendant 7 pages, il te raconte l'histoire. Tu vois toutes les cases, mais tout est en blanc. Et t'as juste des bulles de texte. Pratique hein, pour gagner du temps, hein, pratique. Je me mets à la place du gamin qui allait acheter son Alpha Flight, je présume c'est chez son marchand de journaux à l'époque, et qui voit ça. À mon avis, tu pars avec une belle petite paire de bouliches. Tu te dis, je me suis fait niquer quand même par John Byrne sur ce coup-là. Et à la fois, bon, faut pas me faire ça tous les 3 épisodes, hein, parce que ça va vite me gaver. Mais j'ai trouvé ça marrant, j'ai trouvé ça sympa, et pour le coup, pas vu. On a déjà vu, et c'est régulier, des auteurs qui font des issues sans parole. Où on te raconte l'histoire, où c'est simplement le dessinateur et le scénariste, évidemment, qui racontent une histoire, mais sans parole. C'est tout un art de faire ça, et de le faire bien. Il faut pas le faire trop souvent, parce que là c'est pareil, hein, tu prends une jolie paire de boules. Mais alors, une histoire sans dessin, le mec il a réinventé le livre. Voilà, il y a des dessins, mais en fait c'est des pages blanches. Le mec est un putain de génie. Bah, novateur. Il se fout un peu de notre gueule, mais novateur quand même comme garçon. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé ce que je voulais dire sur cette intégrale. Très sincèrement, quand on arrive à la fin, on n'a qu'une envie, c'est de lire la suite, parce qu'il y a encore beaucoup de matériel à publier. J'espère que Panini aura la bonne idée d'accélérer le rythme et qu'on ait cette deuxième intégrale avant la fin de l'année, ce serait vraiment génial. Je vous conseille vraiment, alors si vous êtes un vieux lecteur, je vous le dis tout de suite, je sais pertinemment que vous êtes là-dessus. Parce que quand cette intégrale a été annoncée à peu près en même temps que l'intégrale sur Excalibur, tu voyais sur les groupes Facebook, tout ça, Facebook truc de vieux, hein, tu voyais sur les groupes Facebook tous les anciens qui étaient là, ouais, qui étaient comme des dingues, parce que bah voilà, c'est un morceau de leur histoire, c'est un morceau de leur enfance, de leur adolescence, mais au-delà de ça et au-delà de cet aspect vintage, je suis persuadé qu'un jeune lecteur, malgré les quelques contraintes que j'ai pu évoquer avec vous, peut vraiment trouver son bonheur à lire un truc comme ça. Tout doucement, avec parcimonie, mais vraiment, il y a un travail de construction d'équipe qui est de tout premier plan, qui est de tout premier ordre, et rien que pour ça, ça vaut le coup d'être lu, vraiment. C'est la fin de cette vidéo, c'était encore une fois un immense plaisir que de vous proposer cette modeste vidéo qui, je l'espère, ne durera pas 30 minutes. Ça part mal, hein. À mon avis, on est sur 21-22 minutes là. Et voilà, vous l'aurez remarqué ces dernières semaines, j'arrive grosso modo à être assez régulier dans les sorties de vidéos. Et donc du coup, vous avez pu remarquer, pour les plus attentifs d'entre vous, que maintenant je sors les vidéos le samedi à 10h. Et j'essaye de tenir, entre guillemets, au maximum ce rythme de publication de vidéos. On va essayer de tenir un petit moment là, parce que c'est beaucoup plus facile en fait à produire de cette manière-là, à la cool. On va essayer de tenir ce rythme-là de une vidéo par semaine, le samedi à 10h. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir, de ne pas me poser la question de savoir putain quand c'est que je la publie. Je sais que c'est le samedi à 10h quoi qu'il arrive. Et en même temps de me dire, je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine qui soit à peu près de ce type-là. Je compte sur vous pour être au rendez-vous, évidemment. Comme d'habitude, pour parler d'Alpha Flight de John Byrne, on se retrouve dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous faites comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit partage, ça fait plaisir, c'est le meilleur moyen de récompenser mon travail. Je vous dis à samedi 10h pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G.